Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Africa Tribune, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité africaine ou l'actualité du monde vu sur le prisme africain et également sur le prisme politique, économique et social. Au menu de cette édition, un sujet majeur, nous parlons de la France dans le monde. Prétexte de cette émission, c'est la récente célébration de la fête nationale française le 14 juillet. Nous essaierons de voir sous le prisme du regard africain quelle est la place aujourd'hui de la puissance française, septième économie mondiale. La France qui est un partenaire historique du continent africain dont les relations aujourd'hui semblent se dégrader eu égard à la présence de plus en plus significative d'autres puissances, à l'instar de la Chine, à l'instar également de la Russie sur le prisme, sur le plan sécuritaire. La France est-elle encore aujourd'hui une voix audible sur la scène internationale? Quel est l'avenir de la coopération entre le pays dit des Lumières et le continent africain? Mesdames et messieurs, voilà pour le menu de cette édition. Ils seront deux à partager cette réflexion avec moi. Je commence par accueillir François Bikoro. Il est journaliste et analyste politique, féru des questions africaines. François Bikoro, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour surtout à vous, nombreux téléspectateurs, et à tous les amis de l'Afrique. C'est un plaisir d'être invité sur ce plateau de la Voix, mais surtout, c'est une recherche de défis pour satisfaire aux attentes de vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvestre Lebel-Niek est homme politique, analyste des politiques économiques. Sylvestre Lebel, bonjour et bienvenue. C'est pour bonjour et merci pour cette invitation. Bien entendu, c'est avec plaisir que je partage ce plateau avec mon aîné, François Bikoro, avec qui je partage un certain nombre de valeurs, notamment africaines. Alors, avec vous tous les deux, avant d'aborder la thématique principale, vous remerciant d'avoir accepté notre invitation, nous allons du côté du Sénégal. On va faire un petit tour de l'actualité africaine. Deux sujets majeurs ont retenu notre attention, des sujets qui ont, on va dire, une dimension un peu électorale, présidentielle notamment. On ira d'abord du côté du Sénégal, avec Ousmane Sonko qui a finalement déclaré puis sa candidature, puis on ira après du côté du Gabon. Vous avez la parole et vous la gardez, Ousmane Sylvestre Lebel. Ousmane Sonko a été investi cette semaine par son parti politique, PASTEF les Patriotes, comme candidat à l'élection présidentielle sénégalaise qui devrait se tenir le 25 février 2024. Et une déclaration majeure voulue exprimée par Ousmane Sonko lui-même, ce sera soit sa candidature, soit le chaos. Bon, disons que Ousmane Sonko en réalité a fait un meeting d'investiture, malgré l'interdiction, parce qu'il faut le préciser. Parce que l'autorité administrative estimait qu'il pourrait y avoir tout l'ordre public. Fort heureusement, le meeting s'est très bien passé, il faut le dire. Il a été investi candidat de son parti aux prochaines élections présidentielles. Ça, c'est acté. Mais le commentaire que je peux faire, c'est que Ousmane Sonko sait bien ce qu'il faut pour qu'il ait droit à un nouveau procès qui lui permettrait d'être candidat. Il le sait personnellement. Mais dans la culture sénégalaise, il y a ce qu'on appelle la présence ou l'omniprésence des marabouts dans la politique. Je pense qu'aujourd'hui, les marabouts sénégalais, puis au sens spirituel, pas au sens magique. Ce sont des leaders spirituels. Ils sont avec lui, ils n'ont donc peur de rien. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire, de faire des déclarations fortes. J'allais dire tapageuses, mais fortes quand même, parce que lorsqu'il dit où sa candidature sera retenue, ou alors, bon, les mots ne sont pas de lui, il n'a pas dit le chaos. Mais l'analyse qu'on peut en faire, c'est que soit c'est lui qui est candidat pour son parti, enfin, soit il est candidat pour son parti, soit c'est le chaos, la réalité. Maintenant, on peut se dire comment un homme qui en réalité est, je peux dire, en résidence, il est pratiquement en prison chez lui. Il est séquestré à son domicile, chez lui à Dakar. Il a été condamné et il n'a pas encore été interpellé pour être envoyé en prison. Mais aux yeux de la loi sénégalaise, Ousmane Sonko a droit à un autre procès à la seule condition qu'il soit interpellé par les forces de maintien de l'ordre, soit qu'il se rende lui-même à la prison. Il ne fait ni l'un ni l'autre.
il sait certainement sur quoi il compte. Mais moi, je voudrais dire que le président Macky Sall a posé un acte la dernière fois qui m'a semblé ordinaire, parce que lorsque vous êtes coincé, poser un acte, il n'est plus révolutionnaire en tant que tel. Mais il appartient au peuple sénégalais, à la justice sénégalaise, j'allais dire, de préserver, de rester ce qu'on appelle un monument de la démocratie. Parce que si la justice sénégalaise, il n'appartient pas au président de poser encore un acte de justice. Il n'a pas juste de poser un acte de manière à préserver la paix en permettant à Ousmane Sonko, qui me semble-t-il est victime, et ça c'est mon analyse personnelle, d'un traquenard, parce que vous ne pouvez pas être en instruction judiciaire pour les faits de viol, le fait de, je crois de viol c'est ça, non, c'est pas. Et finalement être condamné pour corruption de la jeunesse, à moins que le viol ne soit une forme de corruption, mais ça laisse quand même à interrogeur, hein, parce qu'il faut quand même se dire qu'il faut que la justice soit un fondement fort de la démocratie. Dans le cas contraire, j'ai bien peur que le Sénégal, qui est un pays frère, ne sombre à très brève échéance dans la violence, ce qui n'est pas le souhait des autres Africains que nous sommes. François Bikoro, Ousmane Sonko condamné le 1er juin, comme le dit Sylvestre Lebel, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, un verdict qui le rend inéligible en l'état. Est-ce que le président Macky Sall, qui a fait déjà un premier pas dans le sens de l'apaisement du climat politique au Sénégal en déclarant son renoncement à la prochaine échéance électorale, la présidentielle de février 2024, est-ce que le président Macky Sall devrait faire un second pas dans le sens de l'apaisement qui pourrait mener à cette élection en permettant à Ousmane Sonko d'être candidat? Parce que de son côté, il dit c'est sa candidature ou le chaos. Moi, je ne fais pas le débat sur les évidences. Je suis surpris, tous les analystes politiques dans les télévisions africaines disent que M. Macky Sall a fait un pas. M. Macky Sall avait droit à 2 mandats, les 2 mandats étaient terminés. Il n'était pas, la question de la candidature de Macky Sall ne fait pas partie de l'opinion. C'est des oripeaux encadrés, promus par les Occidentaux pour expliquer une démocratie qui est typiquement africaine. Il n'y a pas de démocratie typiquement africaine. Où un coup, on est un bon démocrate parce qu'on ne sait pas représenter, un coup, on est un bon démocrate parce qu'on a laissé la place, vous êtes au pouvoir, laisser la place à l'opposition. C'est compliqué ces histoires. Là, on fait l'analyse d'une situation politique sénégalaise. Et là, il faut aller au rétroviseur. Voir les conditions dans lesquelles M. Abdoulaye Wade est parti du pouvoir. C'était la même manière. On a laissé croire à une histoire, il va faire ticket gagnant avec son fils. Il va faire ceci, il va faire cela, machin, truc et tout ça. Et puis, tac, un matin, on met les gens dans la rue. Le phénomène Gbagbo se met en place. Et puis Macky Sall se retrouve dans une histoire inextricable où il est président de la République, mais avec la collaboration de Sonko et les autres aujourd'hui, dans une conspiration contre Abdoulaye Wade. Il ne faut pas masquer cela. Mais l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. À ce niveau donc, la même situation entretenue par les Macky Sall et son groupe de Sonko, Wade était même Karim était dans l'affaire, c'était copains qui avaient décidé de faire une logique nationale chez eux. C'est la même situation qui se pose aujourd'hui. Si Macky Sall n'avait pas des intentions de se représenter, ce qui n'est pas interdit, il n'aurait pas changé la Constitution. C'est vrai. Il a même fait la même chose qu'il est reproché au président Paul Biya et les autres, c'est-à-dire que tromper la vigilance des légalistes et des juristes en partant de 7 ans, 5 ans. Il y a un système de boulonnage que l'on fait là, on croit qu'on a changé le moteur de la voiture alors que c'est la fois qu'on a changé. Maintenant, il y a une situation au Sénégal. Celle-là, c'est celle que M. le maire a rappelé tout à l'heure. Les confréries. Contrairement au pays qui s'appelle le Cameroun, vous n'avez pas de confrérie, vous êtes 254 micro-confréries réunies. Là-bas, il y a 2 ou 3 grandes puissances tribales. Et le colon a fait de telle manière que si l'un est au pouvoir, l'autre doit nécessairement être opposant, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense à mon humble avis que l'acte posé par Macky Sall était juste un acte, pour parler à ses partisans, qui sont en fait des courtisans à un moment donné, parce que beaucoup de gens n'étaient pas dans la logique de Macky Sall au départ, ils sont allés là-bas. C'est ça le drame des États africains. On ne peut pas, pour celui qui dit qu'il supporte soit le pouvoir ou l'opposition, savoir s'il est sincère.
Donc Macky Sall s'est retrouvé en son propre sein, la présidente de l'Assemblée des partis. Il a dit qu'elle ne peut pas accepter. On soupçonnait quelqu'un sur quelque chose qui est une évidence à mon humble avis. La Constitution dit pour vous représenter comme vous voulez. Cela s'est vu au Tchad, cela s'est vu au Cameroun, cela s'est vu en Centrafrique, cela s'est vu pourquoi pas au Sénégal. Mais justement parce qu'on s'est souvenu de ce qui est arrivé à Boulaouane. Maintenant, la situation du moment, c'est celle d'un pays qui est au bord de l'apocalypse. Les élections n'ont jamais rien réglé dans un pays, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. C'est la captation réelle des ponts qui sont en train de se friter, qui peuvent créer une césure, une cassure entre la population qui ne connaît pas les jeux et les enjeux mondiaux et les jeux internes et les gouvernants qui ont des problèmes pour rendre ces populations heureuses à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Est-ce que politiquement, M. Macky Sall est convaincu que, comme il ne s'est pas représenté, Sonko sera élu par les Sénégalais? Première chose. Deuxième chose, si vous étudiez, et c'est là que devraient aller les analyses africaines, nos discours de renoncement, entre guillemets, de M. Macky Sall pour un prochain mandat, ce qu'on ne lui a pas demandé. On lui a demandé de pacifier, d'amener la paix dans son pays. Il pouvait être candidat ou pas, mais organiser l'élection. Il a eu une phrase qui s'adressait à M. Sonko, comme si c'était une phrase haineuse. Je veillerai à ce que la justice a dit, mais ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de la justice. Donc nous sommes dans un jeu de chaises où les gens sont plus mus par leurs propres intérêts que par les intérêts des autres. Maintenant, il faut que l'acharnement que l'on a vu, la CEDEAO, toutes les institutions sous-régionales qui se sont acharnées sur le Mali, peut-être parce que le Mali, on en parlera tout à l'heure dans la relation entre la France et l'Afrique, mais on aurait dû voir ces institutions. Le Sénégal est en paix et stable. Est-ce qu'on va attendre à ceux qui se retrouvent au bord du chaos pour qu'on voit ces institutions? C'est maintenant qu'on doit voir les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest jouer des mécanismes pour amener les uns et les autres à préserver la stabilité qui existe au Sénégal, l'unité qui existe, mais du fait des égos surdimensionnés de quelques leaderships, on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on se trouve. Sonko est maire. Ce n'est pas le type de maire qu'on a au Sénégal quand on est maire à Dakar. Vraiment, on est un type qui est adulé par les populations. Quand on est président de la République au Sénégal, on est adulé par les populations, mais comme je le dis toujours, une bonne démocratie, c'est une meilleure adéquation entre les aspirations populaires du moment et les moyens que vous avez mis à la disposition des gouvernants pour rendre ces aspirations nécessaires. Ce n'est pas le cas au Sénégal aujourd'hui parce que on nous a abrévé pendant très longtemps qu'un bon président est celui qui renonce à quelque chose qu'on ne lui a pas demandé de renoncer. C'est entrer dans la tête des populations africaines. Il faut leur enlever ce verrou psychologique-là. On leur a dit qu'une bonne démocratie africaine, c'est celle où vous faites 2 mandats, vous êtes parti au pouvoir, votre collaborateur de votre parti ne doit pas gagner l'élection. Elle ne sera bonne que lorsque c'est un opposant qui vient vous remplacer. On a vu ce problème-là, et je termine par là, en RDC, où moi j'étais là-bas pour les affaires de démocratie dans le cadre du Conseil africain de la démocratie. Nous sommes allés là-bas pour expérimenter la démocratie type occidentale en Afrique, c'est-à-dire qu'un opposant remplace quelqu'un. On a fait le même procès à Kabila. Or, il veut reprendre un autre mandat. La Constitution ne lui interdit, c'est pas ça. Il veut reprendre le mandat. On a vu des organisations internationales, les institutions parmi les plus sérieuses se mettre en bras, c'est pas normal. Eh bien, il s'est retiré. Un opposant, doublé d'un prénom d'irréductible, d'historique, et tout ce que vous passez, quand on dit tu sais que dit vraiment, gagne dans l'élection, ce sont ces mêmes institutions. Il fallait déclarer vainqueur d'une élection. Hein? Ce sont ces mêmes institutions qui viennent dire non, c'est Fayoulou. On ne comprend plus à quel moment est-ce que l'Afrique va se déterminer. Donc nous, on préfère parler aux Sénégalais. Depuis les indépendances, faites le bilan de votre entrée dans le concert des nations. Vous n'avez été aussi heureux que lorsqu'il y avait un parti unique. Lorsque les pères fondateurs de vos indépendances ont mis ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Sénégal, pays des hommes sérieux, pays des hommes intellectuels, pays de... Vraiment, il ne faut pas gâcher ça
à l'honneur d'un bulletin que l'on met dans l'une et dont personne ne peut dire que c'est ça qu'on a mis dans l'une. Que les Sénégalais se ressaisissent très rapidement, force l'adhésion de M. Sonko à sauver le Sénégal, mais surtout suscite l'adhésion de M. Macky Sall à ne pas faire de Sonko un problème sénégalais. Il a dit qu'il renonce, on lui en tire un coup de chapeau, que les institutions chargées de travailler pour son remplacement se mettent en place sans avoir dans leur tête qu'il y a quelqu'un qui leur dicte quelque chose, qu'il se retrouve avec les chefs des confréries, dont lui-même en fait partie, sa confrérie est en face de la confrérie de Sonko, il ne faut pas se le mentir, qu'ils se remettent dans les mosquées et dans les trucs, qu'ils se disent que le Sénégal est à sauver et rien d'autre. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur l'actualité sénégalaise et cette investiture du candidat Ousmane Sonko. Je vous propose une deuxième halte. On revient en Afrique centrale, on va du côté du Gabon. Le Gabon qui se prépare également à une échéance électorale. Ce sera le 26 août prochain. Des élections locales et surtout la présidentielle qui cristallise toutes les attentions. Et je vous propose d'abord de suivre la déclaration, c'était la semaine dernière, la déclaration de candidature du président Ali Bongo, et on se retrouve pour la suite. Officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnons. Voilà, c'était la déclaration, c'était le 9 juillet dernier, la déclaration du président Ali Bongo que très peu de personnes espéraient. Avant de faire une analyse, apporter un regard sur cette nouvelle candidature après ce mandat qui s'achève, celui de 2016 à 2023, le Parti démocratique gabonais, le PDG, le parti au pouvoir depuis plus de 5 décennies déjà, le parti qui porte le président Ali Bongo a tenu un point de presse cette semaine, question d'édifier non seulement les Gabonais, l'opinion publique gabonaise, mais également internationale sur le bilan du président Ali Bongo. On écoute le secrétaire général du PDG, le sénateur Nzeko Steve Ndieko, pour ce bilan de manière un peu synthétique, le bilan de ce mandat qui s'achève du président Ali Bongo. Et on revient pour la suite. Donc, important ici d'informer les Gabonaises et les Gabonais bien avant la tenue des élections présidentielles du 26 août 2023 de ce que le président de la République a réalisé pour dissiper tout malentendu qui laisserait croire que le bilan du chef de l'État est négatif. Notre devoir, mieux notre responsabilité, est de reconnaître que tout n'a pas été fait, le président de la République lui-même le dit, comme l'aurait souhaité tout Gabon. La pandémie du Covid-19, l'état de santé du président de la République, qui l'a éloigné de ses charges régaliennes depuis en novembre 2018, ont ralenti l'économie gabonaise et certaines réalisations qui auraient pu être faites au cours de cette période de trouble. Ne pas reconnaître cette évidence nous entraînerait dans la posture de la mauvaise foi. Le secrétaire exécutif, sous ma direction, a conçu un magazine bilan qui relève secteur par secteur l'effort consenti par le chef de l'État, mais mis en œuvre par les différents gouvernements en matière de réalisation après avoir résisté au contexte difficile dont je viens à peine de vous rappeler, à savoir la Covid-19 et l'indisponibilité temporaire du chef de l'État en novembre 2018. Ce magazine que j'aurai l'honneur de vous présenter comprend un certain nombre de volets, axes importants, notamment, entre autres, politique et diplomatie.
Je me réjouis aussi de la présence de deux ministres des Affaires étrangères qui ont contribué justement à œuvrer à la vision diplomatique du chef de l'État. La sauvegarde de l'unité nationale, la consolidation de la démocratie, l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Au niveau social, la revalorisation des salaires des fonctionnaires, la création d'un fonds UGS. Sur le plan économique, ouverture des besoins en électricité et en eau potable, projet PEPAL, dont le Premier ministre, à l'époque, ministre d'État de l'Énergie, avait fortement contribué dans le cadre de cette réalisation. Pour ceux qui se sont intéressés par le bilan, naturellement, vous pouvez vous rendre sur le site de notre parti pour ample information. Du reste, on peut noter avec satisfaction que le programme des travaux de traitement d'urgence des points saillants du réseau routier national, lancé par le ministère des Travaux, de l'Équipement et des Infrastructures, est en train de se réaliser dans la province de l'Estuaire et s'étend à l'intérieur du pays. Au vu de ces réalisations, qui ne sont pas de moindre importance, le bilan de 2 septennats du distingué président Ali Bongo Ondimba est globalement positif. Voilà, c'était là le sénateur Steve Zeko Dieko, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, PDG, parti au pouvoir. Alors, Sylvestre Lebel, est-ce que on pouvait s'attendre, il a évoqué le secrétaire général de la santé du président Ali Bongo, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce jour à avoir le président Ali Bongo comme candidat au vu de sa santé? On se disait, il n'irait pas jusqu'au bout, mais belle surprise, en 2023, il est là, il est debout et il confirme devant les militants qu'il est prêt à se battre encore pour un autre mandat. Disons qu'à écouter le SG du PDG, je dois reconnaître qu'il m'a semblé honnête. C'était évident. Et la posture qu'il prend... Honnête pour avoir évoqué les deux pesanteurs majeurs, Covid et l'absence du président. Oui, bien sûr, il est honnête. Oui. Il ne cache pas l'état de santé du président. Mais derrière ce discours, il faut comprendre le nouvel état de santé du président. Le président va déjà, à défaut d'aller bien, il va tout au moins mieux. Mais la raison de sa candidature, c'est parce que ce qu'il aurait pu faire s'il n'y avait pas eu la Covid, s'il n'avait pas été malade, n'est pas fini. Mais ce qui est fait semble porteur et promoteur. C'est pour ça que le président se représente pour finir le programme qu'il a proposé au peuple gabonais. Ça, c'est le résumé de la conférence de presse du secrétaire général. Maintenant, le danger là-dedans, c'est qu'à aucun moment donné, on entend parler d'une autre institution. C'est comme si le président était l'homme à tout faire, que s'il n'est pas là, le pays est mort. Et c'est ça le problème de l'Afrique en général. Les présidents sont des hyper-présidents. Des hyper-présidents, on est dans le messianisme présidentiel. C'est un danger. Je pense que le président est honnête. Il vous dit, j'ai été malade, je n'ai pas pu faire telle chose. Mais il n'aurait pas été moins honnête que de dire, mon état de santé, qui n'est pas celui avec lequel je suis arrivé à la prison, ne me permet plus, en réalité, de faire ce que je... Parce qu'Ali Bongo, c'est un homme très vivant, il faut le reconnaître. Je pense, de mon point de vue, ça peut choquer qu'il aurait pu laisser quelqu'un d'autre continuer le travail. Mais malheureusement, le PDG, le parti du président Bongo, n'est pas prêt. Ils même le disent. Quand le président n'est pas là, tout s'arrête. Raison de plus donc pour prier le bon Dieu. Et c'est pour ça que le président lui-même dit, avec la sens du bon Dieu, le président lui-même le dit. Il faut prier le bon Dieu pour que le président Bongo continue. Mais vivement que cette fois-ci, son état de santé avec l'âge qui ne va pas faire marche arrière, qu'il commence à penser que quelqu'un qui n'est qu'un homme, et qu'à ce titre, il peut être malade, il peut même venir à ne plus être capable de faire certaines choses, et que le PDG commence à préparer la succession interne au président Ali Bongo. François Bikoro, dans la liste, dans ce chapelet des grandes réalisations de ce septennat qui s'achève, le secrétaire général évoque la sauvegarde de l'unité nationale. On a pensé un moment qu'au plus fort de la maladie, de la fragilité du président Ali Bongo, on a pensé que le pouvoir pouvait vaciller. Il y a même eu une tentative de coup d'État.
ça, c'est la preuve. Est-ce la preuve de la maturité de la démocratie gabonaise que cette unité nationale soit sauve et le président Bongo, l'institution présidentielle est toujours là, son parti avec le PDG debout derrière lui? D'abord, ce n'est pas une affaire de démocratie. C'est une affaire du peuple gabonais. Qui n'a pas adhéré aux tentatives? Les peuples se choisissent les dirigeants qu'ils veulent librement. Le Gabon a dit que même si Bongo fait 5 ans dans le coma, c'est leur président. Rien à voir avec la démocratie. C'est vrai. Parce que si vous mettez la démocratie, on va commencer à mettre les Occidentaux dans cette histoire. C'est une maturité du peuple gabonais. Qu'il faut saluer. Même les opposants. Même les opposants. En tout cas, ce que vous appelez opposants, moi j'allais dire, même les acteurs politiques. Ils ne voulaient pas charrier sur le charognard pour atteindre à la présidence de la République. Dans un autre pays, on n'aurait pas vu ça. Donc chapeau au peuple gabonais. Mûr. C'est ce même peuple gabonais que chaque fois qu'il y a des incursions sociologiques dans leur pays, comme les homosexualités, tout ça, vous dit non. Donc c'est important, nous sommes ici pour maturer la possibilité pour les peuples de se prendre leur destin en main. Pas de leur lire les livres qui n'ont rien à foutre là-dedans. Première chose. La deuxième chose, le secrétaire général parle au nom de son parti, pas au nom du peuple gabonais. Et il a bien dit que ce bilan peut être positif. Là, nous sommes en campagne électorale. Absolument. On a besoin de ce genre d'acteurs politiques. Parce que là où les oppositions, entre guillemets, ont surfé, c'est sur le fait qu'on va dire que le bilan est bon. Tout à fait. Que ces gens-là vont dire que le bilan est bon. Nous, on vous dit que le bilan est gardeux. C'est pour cela que nous travaillons, en tout cas nous autres, à parcourir l'Afrique pour que la politique soit un jeu de chaises, un jeu de paroles. On est en Afrique dans des postures où, dès que vous êtes partisan du parti au pouvoir, vous êtes interdit de toute critique vous-même, de façon autonome. Ouais. C'est-à-dire, il plaît, vous dites qu'il ne plaît pas. Dès qu'il y a une roue, c'est le président de la République qui a conçu la roue, alors qu'il y a un ministère, il y a ceci, il y a cela. Je crois que le Gabon vient de nous donner à voir et à comprendre que la politique peut se faire telle qu'elle doit être faite. Donc le parti de soutien de Omar Bongo pour sa candidature vous dit, nous reconnaissons... Ali Bongo. Ali Bongo. Nous reconnaissons que tout n'a pas été rose. Tout n'a pas été rose. On aurait pu faire davantage, mais une bonne lecture de la conjoncture internationale et notre propre problème nous ont amené à ne pas le faire. Comme c'était prévu, est-ce que vous pouvez donc nous donner la chance de parachever ce qu'on devait faire Tout à fait. de l'autre côté? Jusque-là, je ne vois pas un événement exceptionnel en pleine campagne électorale. C'est ça qui est normal. C'est normal. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que, est-ce qu'en face, les gens, au lieu d'avoir des supports déjà calés, venus des officines occidentales, il faut le voir quand ils font campagne, c'est le père, c'est le fils de tel, ça marche plus en Afrique. Ça marche plus. Chacun est le fils de quelqu'un quelque part. Donc faire une campagne pour dire parce qu'il s'appelle Bongo, ça ne marche pas. Les Gabonais commencent à voir la différence entre le premier Bongo et le deuxième Bongo. Donc il faut faire maintenant une campagne sur ce qu'il dit qu'il va faire. Vous allez dans vos officines, vous décryptez, vous trouvez les limites et les failles. Le Gabon, comme l'Afrique aujourd'hui, n'a plus besoin de vainqueurs uniques. C'est plus possible. On en parlait pour le Sénégal tout à l'heure. On a besoin des gens qui savent lire la conjoncture internationale. Donc, je n'ai pas de leçon à donner au PDG. Il se comporte comme tous les partis au pouvoir. Mais je suis convaincu que si le président gabonais a encore la confiance du peuple gabonais, il va faire une analyse normale et factuelle de la situation du Gabon qui va lui imposer une forme de gouvernance. Une gouvernance ouverte. Donc ça, c'est le parti du PDG qui faisait sa campagne. Il a été honnête, il a dit vraiment, on le connaît. Mais je sais que si le président gabonais est réélu, lui, il doit aller au-delà de cette analyse qui a été faite par son parti pour comprendre
le Gabon a déjà de nouveaux paradigmes de gouvernance politique. Si les gens vous ont laissé pendant votre maladie en priant Dieu pour que vous soyez bien portant, si les gens ont compris qu'avec la Covid, on peut excuser quelques manquements, il est de bon temps que prochainement, tu les appelles pour qu'on construise le nouveau Gabon de l'après-Covid et de l'après-maladie. Il faut tendre la main à l'opposition. Pas tendre la main, ouvrir. Oui. Le mot tendre la main, c'est comme si vous étiez le prêtre. Non, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Un gouvernement d'ouverture. Et tout, pas seulement le gouvernement, je dis il faut ouvrir le Gabon à tous les Gabonais. Je ne veux pas les faire de mots gouvernement. Ouvrez, je connais le Gabon parce que je suis Gabonais. Ouvrez le Gabon à tous les Gabonais. Le père Bongola a commencé. Avec les barbes solo, les machins, tout ça. C'était d'ailleurs une marque de sa gouvernance. N'écoutez pas, quand tu serais élu, je suis convaincu que peut-être c'est possible parce qu'en face, il y a encore ces petites dissensions. Tiens compte du fait qu'au Gabon, comme en Afrique, il y aura plus de gens qui sont élus. Il y a des gens qui suscitent l'espoir et l'espérance en l'avenir, en lisant très bien la conjoncture internationale. Et la conjoncture internationale, c'est laquelle? C'est celle où, au premier mandat, on a dit que vous êtes Gabonais. Au deuxième mandat, dès que vous avez commencé à vouloir être Gabonais, on a dit que vous êtes Nigérian. Et c'est les Gabonais qui ont dit que vous allez rester là. Donc, travaillez uniquement pour les Gabonais, pour que leurs prières ne soient pas des prières qui ne soient pas un retour. Le président gabonais en est conscient et je sais qu'à l'issue de cette élection, au moins cette fois-ci, il n'y aura pas de gens qui vont brûler le Gabon. Parce que s'ils voulaient le faire, ils auraient dû le faire quand le président gabonais était hors du pays. Mais moi, j'ai vu comme une émotion, un émoi. Des gens étaient, quand ils ont appris que leur président a eu un AVC, vraiment... Un élan d'humanisme. Pas humanisme, ils demandaient à Dieu pourquoi c'est à eux que ça doit arriver. Et Dieu a donc répondu, on vous donne une autre chance d'aller main dans la main, que les Gabonais sachent que le président Ali Bongo, l'élection, c'est pas important, c'est l'adhésion en sa politique, c'est l'adhésion à un frère qu'on a aimé, qu'on a adopté, et il faudrait donc le pousser à ce qu'on construise le Gabon ensemble. Peut-être à l'autre élection, on ne parlera plus du fils Bongo, on parlera maintenant d'un Gabon nouveau qui s'est mis en place. C'est ce que moi je pense. Il a évoqué tout à l'heure, Sylvestre Le Bagnac, de messianisme politique. Est-ce que c'est ça qui le tue en Afrique? Le PDG peut-il suivre? Mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Je voudrais dire à la suite de M. Bikoro que... Mais il y a la vice-présidente qui est là, il y a le Premier ministre. Il y a quelque chose que j'ai observé chez les Gabonais. On vient de tuer un thème de campagne. Les opposants qui pensaient surfer sur la maladie du chef de l'État. Il a avoué lui-même. Oui, je suis malade. Je suis malade. Je n'ai pas reçu mon mandat. Il le dit clairement. Et c'est quelque chose de terrible. La deuxième chose, c'est que les Gabonais n'ont jamais surfé sur la maladie du président. Non. Ils sont entrés en prière collective. Pour que le président n'ait pas d'alibi. Malheureusement, le président il a un alibi fort. C'est ça le problème. Parce que les Gabonais ont dit, on attaque le président sur sa santé. Parce que sur sa santé, il a un alibi. Malheureusement, la santé est arrivée pratiquement à la fin du mandat. Et le président avoue que s'il avait été bien portant, il aurait fait mieux. Et du coup, les autres opposants doivent chercher de thèmes de campagne en dehors de la maladie. Et c'est extraordinairement bien fait. Parce que sinon, on serait dans l'histoire, comme dit Bikoro, que quand on est au parti au pouvoir, on a été des trucs critiques. Mais là, c'est le SG du parti qui vous dit, nous avons connu des manquements, il trouve les raisons. Et donc, il demande au peuple cette fois-ci de permettre au président de continuer son œuvre. Mais moi, je dis, le président continue son œuvre, mais jusqu'à quand? Parce que le président ne continue que parce qu'en réalité, personne d'autre, et il ne faut pas avoir peur de le dire, n'a pu émerger au sein du PDG. C'est ça le problème. Parce que, imaginez que... n'a voulu émerger. Bon, on a voulu émerger, c'est la même chose. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Dans tous les cas, personne n'a émergé au sein du PDG pour supplier au président. Mais reconnaissons que le président a été victime d'un accident cardiovasculaire et ça ne pardonne pas. Il est revenu à ses états, mais qui n'est pas ce qu'on aurait attendu. Vivement que les Gabonais accompagnent, parce que dans tous les cas... Dans un renforcement des institutions. Absolument. L'impression que j'ai... Il faut que le Sénat joue effectivement son rôle. Il faut que tout le monde joue son rôle, de manière qu'aucune surprise ne puisse arriver au peuple gabonais. Parce que malheureusement, quelquefois, on arrive à un moment donné où on est prêt à rien et on a l'impression que les solutions doivent venir du bon Dieu. Non, il faut que les Gabonais qui ont prié pour que leur président revienne à la santé continuent à travailler de manière que l'absence de leur président ne puisse pas être préjudiciable au Gabon.
L'opposition est-elle en capacité aujourd'hui de vaincre le PDG et son champion, le président Ali Bongo? Ça va être très difficile, reconnaissons-le. Ça va être très difficile. Vous savez, lorsque vous avez un parti qui est structuré depuis une quarantaine d'années, il faut le reconnaître, il est très difficile d'abattre un arbre qui a les racines jusqu'au cou. C'est pour ça que François Bikoro vous dit le nouveau Gabon va certainement se construire après le deuxième Bongo. Oui. Et que le fait qu'on soit fils Bongo ne devrait pas être un inconvénient. Que les autres se mettent plutôt à se structurer normalement, de manière qu'après ce Bongo, qu'on parle plutôt plus des Bongos, mais des Gabonais en général. C'est valable pour la plupart des pays africains où, généralement, nous pensons que lorsque vous êtes fils de planteur, vous êtes fait pour être planteur. Lorsque vous êtes fils chef d'État, vous devez tout faire, sauf la politique. Malheureusement, la réalité nous amène ailleurs. Il faut qu'on sache que l'avenir des peuples africains nous appartient à tous, sans exception. Il n'y a pas de banni, il n'y a pas de privilégié, il n'y a personne qui peut être plus africain que l'autre. Tous, nous sommes astreints au même devoir et par conséquent au même droit. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la récente actualité du côté du Gabon. Nous allons certainement suivre les préparatifs de cette élection présidentielle côté PDG, parti au pouvoir, comme du côté de l'opposition d'ici au 26 août prochain. Tous nos voeux de santé au président Ali Bongo. Nous restons neutres. Absolument. que le meilleur gagne. Je propose, cher monsieur, une transition. On se retrouve pour la suite. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en Échindi, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. ISTI forme dans plusieurs filières: agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Retour dans ce studio de Mamedia Prime, nous continuons notre programme Africa Tribune avec la thématique principale de cette édition. Nous parlons de la place de la France dans le monde. Prétexte, c'est la récente célébration du 14 juillet, la fête nationale de la France, qui nous permet de revisiter les grands acquis de la France, partenaire historique du continent africain, des pays africains, avec son précaré dans 14 pays qui partagent le franc CFA. Rappelons, la France, pays des Lumières, est, il faut le dire, d'après les statistiques qu'on a pu obtenir du Fonds monétaire international, c'est la 7e puissance économique, 3e économie de l'Union européenne, déclassement. La France était jusque-là la 2e puissance, déclassement, 3e économie désormais derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France est la 9e puissance militaire, membre permanent du Conseil national de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Alors, la question que je voulais vous poser, je veux commencer par vous, François Bikoro. On l'a observé encore récemment lors du récent sommet sur le nouveau pacte mondial, le nouveau pacte financier mondial, que la France, notamment sous l'égide de son président Emmanuel Macron, est un pays qui est toujours à l'avant-garde des grands agendas diplomatiques. C'est un pays qui s'est mobilisé, pas seulement le continent africain, mais les grandes puissances, les grandes organisations, pour défendre les grands enjeux de la gouvernance mondiale, qu'il s'agisse de l'écologie, qu'il s'agisse, c'était le cas récemment à Paris, de la finance mondiale. Malgré ce déclassement qui est perceptible de l'économie française, la France reste quand même, pour vous, une voix qui compte, une voix audible sur la scène internationale? Je suis un peu gêné par votre questionnement parce que soit j'ai le regard africain, soit j'ai le regard d'un analyste. Les deux peut-être. Voilà. Le regard africain, lui, fait une incursion historique. On parlera après spécialement des relations France-Afrique. Non, je dis le regard africain, lui, c'est le rétroviseur. Oui. C'est-à-dire que la France était une puissance coloniale.
puissance esclavagiste. Ça, c'est l'histoire, on ne peut pas l'enlever. Puissance raciste, jusqu'à 1945. Où ces puissances décident de se partager un peu le produit. Je parle pour que les Africains comprennent bien. Et cette puissance coloniale esclavagiste choisit 14 pays africains pour sa part. Pour le cas du Cameroun, qui est votre pays, on décide que dès que l'indépendance arrive, on lui laisse la totale gestion de son pays. C'est cette France-là que j'interroge 60 ans après. Est-ce qu'elle est encore la France esclavagiste? Ou alors elle est devenue la France dans le monde? Sur ce plan, je crois qu'il y a matière à débattre. Vous avez parlé du sommet sur les nouveaux mécanismes financiers mondiaux. Le mot sommet veut dire chef d'État ou de gouvernement. Ça ne veut pas dire les docteurs en doctorat que j'ai vu dans la salle. Le regard d'Africain, c'est celui qui, 60 ans après les indépendances, dit que X plus X est égal à 2X. Ce n'est plus une mangue plus une mangue. Donc nous sommes tous mus par les mêmes paradigmes de critères de convergence et de divergence. La France de 1950, c'est celle qui disait ce qui est bon pour l'Afrique. Je ne suis pas sûr qu'en 2023, la France soit encore capable de dire ce qui est bon pour l'Afrique, sans demander à l'Africain ce qui est bon pour lui. Maintenant, la France dans le monde, c'est un partenaire terrible. C'est-à-dire que, mus par les positions acquises après 1945, ils étaient 7 ou 8 pays qui se sont partagés le monde. Vous avez dit que le Conseil de sécurité, il y a un débat là-bas. Pour la réforme de ce... Non, je dis au Conseil de sécurité. Pas la réforme. Le débat, c'est... En 1945, à peine 90 pays étaient concernés. Nous sommes à près de 200 pays et organisations, 400 organisations qui sont concernées. Au nom de quoi la petite Europe occidentale occupe une place prépondérante au Conseil de sécurité des Nations Unies? Voilà la question qui se pose là-bas. Donc on serait aujourd'hui démocratiquement en train de se dire l'Afrique est un enjeu. Il faut que l'Afrique pose les problématiques de son enjeu dans les jeux. Parce que les 5 pays du Conseil de sécurité, c'est les jeux. Mais il y a des enjeux. Donc la problématique aujourd'hui entre la France et nous, c'est qu'elle redéfinisse en l'expliquant pour qu'elle soit mieux comprise. Parce que si le Conseil national de sécurité ne s'ouvre pas, si l'ONU ne se s'ouvre pas, le monde lui s'ouvre. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le Cameroun, qui est votre pays, pour se développer, a besoin qu'on lui parle des énergies renouvelables. Il y a un problème. On parle d'extraction des matières premières, de transformation sur place, afin que la plus-value qui est issue de ça profite aux populations. Et ça, la Chine, les nouveaux pays émergents, amènent ça. Même le classement dont vous faites allusion, il est fait par une institution créée en 1945 par les pays occidentaux. Le FMI, la Banque mondiale, c'est la BERT. Ils ne peuvent pas donner la bonne information lorsqu'on la colle à la situation de Russie et de l'Ukraine. Parce que certains disent aussi que les premières puissances économiques mondiales ne se trouvent pas en Europe, même pas en Europe occidentale. C'est-à-dire que les États-Unis et autres. Mais comme c'est le FMI qui vous a donné les informations. Mais nous, on constate que partout dans le monde entier, la dette souveraine est détenue par la Chine. Si ce n'est pas l'économie, je ne sais pas. Moi, je parcours l'Afrique. Le premier créancier. Je ne sais pas, je dis que quand tu ne peux plus entrer dans un pays au monde sans trouver la Chine au plan économique. Je dis aucun pays au monde. Y compris la France. La France doit donc nous dire, entre le coursier négociateur de la tutelle des années 60 et le partenaire historique qui est une puissance qui doit apporter sa plus-value au développement de l'Afrique, il faut qu'elle choisisse. Sinon, il y a de fortes chances que les Africains se cherchent d'autres voies, comme cela semble être le cas pour le moment. Je crois que pour un premier jet, je reste à ce niveau-là pour qu'on comprenne bien ma posture.
Moi, je suis panafricaniste. Je pense que si on a été dans les mêmes écoles, si le monde est ouvert par la magie des réseaux de nouvelles technologies de l'information et de la communication, je vois très mal qu'un Français, qu'un Britannique, qu'un Américain me dise comment il faut aimer mon pays, comment il faut aimer mon chef d'État, comment il faut aimer Niel. Je pense que comme nous sommes sur le même plateau, je sais ce qu'il est, je peux dire ce qu'il veut. Je pense aussi que si vous voulez aider un pays, il vaut mieux aller demander à ce pays ce dont il a besoin pour que l'aide ait un impact sur les populations de base. Sylvestre Lebel-Niel, vous êtes un produit de l'école française. La France, ça reste aussi cette exception culturelle, son éducation, première destination touristique. C'est un pays qui continue à fasciner malgré le déclassement économique. Ce sont les statistiques, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, que ce soit sur le niveau européen ou à l'échelle mondiale. Il est peut-être à craindre que la France ne fasse même plus partie du G7 pour les années à venir. Alors, il y a aujourd'hui des puissances émergentes. Le 14 juillet, on a vu l'Inde comme invité spécial du président Macron. La Chine est là, la Turquie. Il y a de nouvelles organisations qui émergent également. Il y a les BRICS. La France, malgré tout, se bat pour rester audible, pour rester au-delà de tous ces acquis, ce qu'on a cité sur le plan économique, sur le plan militaire, comme un pays, malgré ses 60 millions d'habitants, face aux 1,5 milliard de la Chine, face aux 1,3 milliard de l'Inde, aux 300 millions des États-Unis, face aux plus de milliards du continent africain, qui n'arrivent pas véritablement à s'imposer sur la scène internationale. Ce pays de 60 millions d'habitants continue malgré tout à influencer la marche du monde, à influencer la gouvernance. Disons que pour analyser la France à travers le monde, il faut l'aborder sur deux prismes. D'abord le prisme géostratégique, après le prisme économique. Au niveau géostratégique, la France a bâti sa puissance sur 4 points essentiels. C'est la puissance culturelle à travers les programmes scolaires, les programmes d'éducation, l'éducation et autres. La deuxième chose, c'est la sécurité. La troisième chose, c'est le contrôle monétaire. La quatrième, c'est l'accaparement des sous-sols de son précaré. Voilà les 4 piliers de la puissance française sur le plan géostratégique. Avec ces 4 piliers, la France a donc bâti ce qu'on a appelé dans les années 60 un capitalisme de rente. C'est-à-dire que nous partons de l'Afrique, mais nous laissons, dans la plupart des cas, des régions qui vont assurer l'économie de rente. Malheureusement, 60 ans plus tard, la France n'a pas vu venir d'abord le changement de mentalité. La France n'a pas vu faire son école et la comprendre quelquefois mieux qu'eux-mêmes. La France n'a pas vu les autres pays s'intéresser au continent africain. Et du coup, la France a été surprise par le sentiment anti-africain qui est dû à deux choses. Le concept de l'aide publique au développement de la France, dont on n'a pas vu les résultats. La deuxième chose... Même s'il reste, si vous permettez une petite parenthèse, même si la France reste l'un des grands pourvoyeurs des investissements directs étrangers, 54 milliards. Je vous en parle tout à l'heure. Deuxième. Non, je vois juste les chiffres. Non, les chiffres, je connais les chiffres, mais je vous dis, la France a laissé des régions qui étaient chez les mettre à nous le capitalisme d'antique. Ça veut dire en réalité, avec l'aide plus qu'au développement, était donné beaucoup plus aux régions qu'aux peuples africains. C'est pour ça que les résultats ne sont pas visibles. Et à quoi servaient ces régions? À assurer l'économie de rente, c'est-à-dire notamment l'accaparement des ressources naturelles. Et à ce niveau, si vous permettez une petite parenthèse, le président Emmanuel Macron le disait lors du récent sommet sur le nouveau pacte financier mondial, qu'il faut peut-être revoir la formule, mettre les financements à la disposition du secteur privé. Et non plus cette formule. C'est pour. Je vous ai dit au départ que la France a été surprise de l'intérêt porté par les autres puissances à l'Afrique. Et c'est pour ça que les résultats dans l'aide de développement, qui étaient conditionnés, écoutez Mitterrand, à la chute du maître Blanc à la fin de l'année 89, Mitterrand s'adresse aux Africains, discours de la Baule, de façon très paternaliste. Parce qu'il pense avoir en face de lui toujours des gens qui croient les mêmes régions que De Gaulle a laissées. Mais il n'a pas vu une jeunesse africaine qui s'émancipait chaque jour un peu plus. Parce que les destinations, malgré que la France soit restée
les nations de premier choix. Tout à fait. Mais les gens sont allés à l'école en Russie, sont allés en Angleterre, sont allés aux États-Unis et ont acquis d'autres. Turquie, En Turquie, c'est ça le problème. Ils n'ont pas le venir. Et du coup, la personne qui en a souffert beaucoup plus, c'est le président Macron. Parce que je voudrais sauter pour tomber du temps Macron. Macron, aujourd'hui, il faut le reconnaître. On peut ne pas l'aimer ou pas, on peut l'aimer ou pas. C'est pas beaucoup pour la Mais France. il est le pur produit de la finance internationale et donc anticipe. Il se rend compte que les intérêts français en Afrique sont plombés par l'omniprésence française en Afrique. Tout à fait. Il commence à vous dire la France va se retirer. Il vous dit même, vous n'êtes pas obligé de rester dans le franc CFA. Parce que le contrôle monétaire à travers le franc CFA était un maillon fort de la puissance française. Malheureusement, l'économie se diversifiant, il y avait un principe qu'on appelait la préférence coloniale. Il faut le dire, c'est-à-dire, c'est lorsque la France ne voulait pas d'un produit naturel comme pour le proposer à quelqu'un d'autre. Et c'est elle qui prend l'argent. Bien sûr, avec la mondialisation, ce n'est plus possible. La France aujourd'hui, donc, pour rester au dit, parce qu'elle est, mais pour l'être un peu plus, doit revoir ses paradigmes de fonctionnement. Sur le plan économique, sur le plan de la coopération qu'ils ont appelée abusivement aide au développement hier, mais également sur le plan de la sécurité. Au lieu de penser que vous allez installer les bases militaires françaises dans chaque pays africain, je pense qu'il faut accompagner les Africains à se doter, À former les à armées. former les armées. Doter les armées de Voilà le problème. Malheureusement, la France a pris du retard dans cette décision. C'est-à-dire Ça Macron, font les Russes. et la France est arrivée en retard et du coup, on a l'impression qu'on chasse plutôt la France. Non. Alors que normalement, lorsque nous sommes dans la coopération militaire intègre la formation et le départ des formateurs. C'est tout. Si vous restez pendant trop longtemps, vous commencez à gêner les gens que vous avez. C'est comme si le professeur d'université entend rester dans la même classe avec les mêmes étudiants toute la vie. Non, ça ne marche pas. Il faut à un moment donné, soit le professeur par ailleurs, soit les étudiants avancent. Oui. Malheureusement, sur le plan géostratégique, la France est en train, pas de perdre, parce que reconnaissons-le, la France reste un partenaire traditionnel des 14 de l'Afrique subsaharienne, il faut le dire. Mais aujourd'hui, la France doit se battre. Il doit se battre avec les autres en matière de coopération. Il n'y a plus de préférence française comme au temps de la colonisation. Évidemment, je ne peux pas dire que la France n'est plus audible. Sur le plan touristique, la France reste une destination privilégiée même pour les Américains, il faut vous rassurer. Parce que Pour les Chinois. absolument. Mais malheureusement, sur le plan purement financier et économique, il s'installe un nouveau capitalisme financier qui n'est plus un capitalisme rentier. C'est-à-dire, on fait la coopération, on investit pour gagner de l'argent, on ne vous dit pas ce qu'il vous faut, on vous demande que pouvons-nous faire ensemble. Et la France, à ce niveau-là, a pris du retard. Malheureusement, avec l'arrivée du président Macron, qui est un pur produit de la finance internationale, il a compris à temps. D'où sa manière de se battre en voulant proposer un nouveau pacte financier au monde. Et moi, je lui ai dit à l'époque, au moment de ce sommet, qu'il n'y aura plus jamais le pacte financier, il y aura des pactes financiers. C'est-à-dire, chaque continent, chaque pays même va avoir son montage financier à proposer à l'aune de la rencontre des États pour que chacun se développe selon ses paradigmes personnels. Je peux vous rassurer que François peut connaître quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Les gens pensent qu'aujourd'hui, pendant qu'ils ont vécu de l'économie de rente, c'est-à-dire les produits, les ressources naturelles du sous-sol africain qui allaient vers la France pour les développer, aujourd'hui qu'on peut avoir accès à ces ressources nous-mêmes, ils nous parlent d'environnement. C'est quand même curieux. C'est curieux. Ça veut dire qu'on ne doit pas. Vous devez laisser ces produits qu'ils ont extraits hier. Tous les énergies renouvelables. Ils laisser en l'état parce qu'il faut préserver l'environnement pour nous tous. C'est le problème que le Sénégal. Lesquelles ressources sont absolument nécessaires d'abord pour notre industrialisation. Absolument. Parce que nous Et c'est n'avons pour pas. ça que je pense qu'il faut que les Africains se structurent autrement sur le plan économique, de manière à avoir notre propre modèle économique. Que ce ne soit pas un modèle défini ailleurs qu'on vienne emprunter. Nous avons la chance d'avoir fait leur école, mais d'avoir vécu également chez nous, de vivre notre réalité. Il faut mettre en cohérence ce qu'on a appris de l'école française, mais également ce que nous vivons chaque jour. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui est dans une plantation de palmiers à huile de vivre de l'or qu'il ne verra jamais. Aujourd'hui, on dit aux Ivoiriens, qui sont la première puissance en matière de production du cacao, on leur dit le cacao doit être produit autrement qu'en abattant la forêt. Ce n'est pas humainement faisable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Si nous voulons extraire des minerais, on va certainement détruire l'environnement. Et là, Macron a compris que ce n'est pas un choix à faire entre la préservation de l'environnement
et le développement économique. C'est les deux à la fois. Il faut donc trouver un modèle économique africain, vraiment je parle en tant qu'Africain, qui puisse satisfaire au développement typiquement africain de l'Afrique, mais également sans mettre en danger le reste du monde dont nous sommes dépendants. Voilà le principe. Et la France, dans ce domaine-là, reconnaissez-le sur le plan intellectuel, sur le plan technique, sur le plan du discours politique, sur le plan du discours financier, et à l'avant-garde. Le regard que nous portons également sur la France, chers messieurs, concerne aussi, et d'abord nous-mêmes au premier chef, sa relation avec notre continent, le continent africain. Je vous propose, avant de faire un tour d'horizon sur les différents aspects de cette coopération, qu'elle soit monétaire ou sécuritaire ou économique de manière générale, essayer d'écouter un extrait d'une personne que vous connaissez très bien, c'est un journaliste, fin observateur de la scène politique africaine et de cette coopération entre la France et les pays africains. Il s'agit de Talen Foka. Il évoque de manière spécifique le rejet subi par la France, par la jeunesse africaine. On l'écoute, on revient pour la suite. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Quand on entend ceci, malgré ma prudence, malgré le regard du vieux con que je suis devenu, je ne peux m'empêcher de me lever et d'applaudir cette jeunesse que nous avons du mal à comprendre. Cette jeunesse que nous critiquons, que nous regardons souvent avec peur, curiosité et condescendance, que nous traitons d'activistes et extrémistes, mais qui, dans un environnement que nous avons du mal à comprendre, a obtenu cette victoire. Si la guerre pour la liberté, pour une réelle indépendance, risque d'être encore longue, personne ne peut nier que cette jeunesse africaine vient de gagner une bataille importante. Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Nous les avons tenues en réformant le franc CFA, en nous retirant de la gouvernance de la zone UEMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CEDEAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Notre croissance économique aussi, à nous Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. D'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Qu'on le veuille ou non, le temps a changé. On est passé de la condescendance affichée, du mépris du début, à une forme de prudence. Évidemment, il y a encore beaucoup de chemin. Et on s'est habitué depuis plusieurs décades aux déclarations de bonnes intentions, aux grands élans affectueux des dirigeants français, qui nous endorment. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. Et nous dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable. J'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays. Les Européens sont venus en Afrique, en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leur racine. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. On n'est donc pas là pour nous aider. On n'est donc pas là par pitié pour nous. On n'est donc pas là pour nous sortir de notre barbarie. On n'est donc pas là pour nous apporter la civilisation comme on l'a professée pendant des siècles. On est là parce qu'ils ont des intérêts chez nous. Enfin, on le dit. Même si c'est du bout des lèvres, on l'a dit. Ceci vient clairement mettre un terme à ce discours savamment véhiculé depuis des siècles. La France, elle est au service des populations. C'est ça l'idée. On vient chercher rien pour nous-mêmes.
Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Cette victoire sur ces questions, telles que le départ encore partiel, annonçait des bases françaises à laquelle aucun officiel n'osait s'attaquer ouvertement avant les autorités maliennes et burkinabées, du CFA qui était érigé en dogme, sont à mettre au crédit de ces jeunes qui n'ont pas arrêté de manifester, de dénoncer ces inepties, de critiquer haut et fort ces déploiements d'un autre temps. Figurez-vous que les plus téméraires la demandaient depuis les années 1970. Oui, oui, comme ce jeune centrafricain. Quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. On est perturbé intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Figurez-vous que personne n'accordait une quelconque attention à ces propos que l'on considérait juste là comme de la subversion et que nos dirigeants, pour faire plaisir à Paris, punissaient sans faiblesse. Le pauvre n'avait pas droit à Twitter, Facebook et autres TikTok ou YouTube. S'il voulait se faire entendre, il devait obligatoirement passer par les médias de l'ancien colonisateur, ce qui était loin d'être gagné. Un peu comme aller au commissariat se plaindre d'un policier véreux. En écoutant ce discours à la veille de la tournée africaine du président Emmanuel Macron en Afrique, je me suis dit qu'il faut avoir la correction de remercier la jeunesse qui a obtenu ce premier résultat par son engagement, par son audace, par sa perspicacité. Ce résultat, même si dans le privé la plupart des chefs d'État francophones s'en réjouissent, il est à mettre au crédit de la jeunesse qui a su se servir des nouveaux outils de communication, des réseaux sociaux, sans filtre et sans censure, pour faire entendre sa voix, pour faire pression. Cette victoire est d'abord et essentiellement la sienne, même s'il est urgent d'attendre pour voir sa matérialisation. Surtout que sur certains engagements, les chefs d'État africains n'ont pas encore été consultés. Quelques-uns doutent même de la sincérité de ces propos, notamment dans le domaine militaire, où ils assistent, comme au Bénin et au Togo, à un forcing distrait et à un redéploiement. Attendons de voir. Désormais, les grands médias internationaux, financés à grands frais, qui arrosent les pays africains sans discontinuer, ont de la concurrence. Ils ne disent plus la messe comme de notre temps, non. Ils n'imposent plus leur lecture de l'actualité de façon professorale et dictatoriale comme par le passé. Ils font même l'objet d'une grande méfiance des jeunes qui prennent ce qu'ils annoncent avec des pincettes. Voilà, c'est un extrait très édifiant. François Bikoro, le sentiment anti-français, c'est le cœur de cet extrait, une victoire de la jeunesse africaine, on le voit, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et même au Sénégal, qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un sentiment français qui va grandissant. Est-ce que vous comprenez, vous, aujourd'hui, ce désenchantement évoqué même par Nicolas Sarkozy? Il le disait, les ancêtres français ont suscité, ont désenchanté l'Afrique. Aujourd'hui, ce désenchantement se retourne plutôt contre les Français. Les mots ont leur sens. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Ah bon? Il y a la réalité, la vérité vis-à-vis de la France. Et quelle est cette vérité? La vérité, la réalité, c'est que la France ne sert à rien à l'Afrique. Sous le prisme de ce qui se passe depuis 1960. La France ne sert à rien à l'Afrique. À l'Afrique, sous le prisme de ce qu'on fait depuis 1960. Vous parlez à quelqu'un qui parcourt l'Afrique, vous parlez aux Africains pour leur dire la France est un partenaire. Le peuple français, c'est le meilleur pour l'Afrique. Mais ce n'est pas le cas pour les politiques françaises. On ne demande pas aux gens qui ont commencé ce combat ce qu'ils disent. Les gens font les analyses sur ce que nous on dit sans nous demander à nous. Ça, je ne suis pas d'accord avec, alors il faut qu'à un certain niveau. Pour que les enfants maliens se retrouvent dans la rue, il a fallu des débats sur le plateau de télévision et radio. Nous, on a capté tous ces docteurs en doctorat qui servent à rien, qui sont formés dans les écoles françaises. On leur a dit, venez parler de ça sur le plateau d'Afrique Média. C'est de ça qu'il s'agit. On a déversé sur le terrain du développement, encore que le développement, il faut le définir. Pourquoi c'est les Européens qui définissent le concept de développement?
Vous avez aux États-Unis, allez demander aux Amérindiens, aux Américains, s'ils sont développés. Ils vous diront que ce sont les Européens venus aux États-Unis qui sont développés. La France a connu deux moments historiques. Si l'un ne se relève pas, il n'y aura plus jamais de France en Afrique. La cohabitation. Vous pouvez penser aux gens, une politique d'assimilation, parce que nous sommes, la France s'est comportée, d'ailleurs c'est le cas de l'Europe occidentale. Nous devons décloner. C'est-à-dire que vous voyez, je porte le costume, je parle français, on dit non, c'est bon, nous sommes ensemble. Ça, c'est le clone. Maintenant, ce que nous refusons, c'est d'être des clowns. C'est-à-dire qu'on vous dit que cet homme est bon, il est meilleur parce qu'il a un doctorat. Alors, le premier événement, c'est lorsqu'il y a eu la cohabitation. Enfin, vous vous souvenez, un premier ministre de gauche, ou de droite, c'est pas... Chirac-Jospin. Voilà. Non, pas Chirac-Jospin. C'était Mitterrand-Chirac. Il y a eu Mitterrand, Chirac, et oui, après Chirac-Jospin. Ça, c'était pas important. Je vous donne les vrais strates. Nous sommes des porteurs de sacs pour donner l'argent à la France. Nous sommes des gens de rade. Et on se retrouve avec deux preneurs de sacs. Je parle comme ça pour que... Oui, bien sûr. À terre. Vous donnez à Mitterrand, il dit non, Chirac dit vous me donnez sur le Premier ministre. Quand on rentre au pays, on commence à réfléchir. Parce qu'on a spolié son pays d'argent qui ne sert à rien qu'à donner à un Français. Et maintenant, il y a deux France. Vous connaissez l'histoire de Papa Madi. C'est-à-dire un monsieur qui se balade, on nous dit que les fils ne doivent rien faire. Il y a un fils qui se baladait pour dire n'écoutez pas ce que Chirac a dit, Papa Madi. Jean-Christophe. C'est vous qui l'avez cité. Moi, je ne cite pas souvent les gens parce que je parle des concepts. La deuxième strate sur laquelle la France a un problème d'incompréhension avec, c'est que les choses acquises qui constituent déjà quelque chose que l'on peut remodeler, il n'appartient pas à la France de remodeler ça seul. Le sommet France-Afrique. Un matin, Macron dit je fais un sommet France-Afrique et on voit les collègues diplômés de mon petit frère se balader dans la salle qui dit qu'ils sont au sommet France-Afrique. Ils ont donc eu pour conséquence que même les leaderships, moi je ne parle pas des chefs d'État, les plus irréductibles pour la France, se sentant frustrés, insultés, ont tendu une oreille à cette Afrique qui bourdonnait. Dans la relation entre la France et nous, il y a ce qu'on appelle les points focaux qui changent au fur et à mesure de l'histoire de notre relation avec la France. Les points focaux des premiers chefs d'État, les premiers enfants qui ont été formés dans les écoles françaises, qui sont venus ici, sont devenus des hommes d'affaires, des grands fonctionnaires et tout et tout. Il y a des générations qui se suivent. Ces générations sont ouvertes. Mais il reste qu'il faut rassurer ceux des points focaux qui vous sont restés fidèles. Alors quand Emmanuel Macron crée donc un sommet France-Afrique, sans en référer aux quelques points focaux qui lui sont encore fidèles, après le discours de Sarkozy à Gorée, et vous savez que Gorée a une histoire avec l'Afrique, c'est que c'est de là que sortaient tous les tirailleurs sénégalais, qu'ils soient de Mauritanie, de machin. C'est le port d'embarquement. C'était le port d'embarquement de quelque chose dont l'histoire ne doit pas nous rappeler. Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas encore prête pour entrer dans l'histoire, oubliant que l'Afrique c'est l'histoire. Donc ces chefs d'État, enfin, je préfère dire ces points focaux, qu'ils soient économiques ou pas, se sont donc dit, écoutons un peu la rue. Parce que si là où on allait souvent être sérieux, on ne le prend plus au sérieux. Ça fait donc cette sourdine qui a commencé dans les années 70 parce que le président du Burkina Faso, Thomas Isidore Sankara, il avait déjà posé la problématique de l'aide. Il a posé la problématique du respect des leaderships africains. On va à un sommet, c'est un adjoint ou sous-secrétaire du chef de service d'un bureau perdu dans... Alors que chez nous, on met un férié de 3 jours, on lave les murs, on fait ceci. Maintenant, au plan économique, il faut bien expliquer aux Africains. C'est la deuxième stade difficile. Il faut que la France, notre partenaire historique, nous dise à quel nom maintenant elle parle dans son partenariat avec les Africains. Un coup, c'est l'Union africaine, l'Union européenne, les accords de partenariat économique. Nous, on va avoir une relation privilégiée avec le partenaire historique qui est la France. Un coup, c'est l'Union européenne. Un coup, c'est... On ne comprend pas exactement quel est le rôle que la France politique joue dans la relation qu'elle a avec les leaderships africains. Il est donc de bon temps que la France se réveille. Parce qu'entre-temps,
la définition de l'aide elle-même, elle a évolué. Comme le disait M. le maire tout à l'heure, si vous nous teniez sur le cacao, sur le manganèse et autres, avec la période Covid, on s'est rendu à l'évidence qu'il y a un mensonge international sur la qualité de l'aide et sur la volonté d'aider l'Afrique. Parce que et la France et l'Union européenne et les Occidentaux sont venus d'une même voie. Et lorsque le mensonge est éculé, nous on a une relation plus proche avec la France. On peut croire que c'est la France qui a dit à l'Union européenne et au monde occidental de venir nous mentir qu'on va mourir en grappe si on ne va pas chercher les hôpitaux et les docteurs français et européens. Donc moi je pense qu'il faut revoir les paradigmes de gouvernance de la relation entre la France et nous. Il faut que la France politique ne soit pas en opposition de face avec la France sociale, comme vous le disiez tout à l'heure, pays de lumière, pays de liberté. Nous avons mal interprété la lutte contre la Covid-19 en France, où on a vu de grandes affiches sur le grand mur, restez chez vous. Les Africains ont dit, mais pourquoi la France nous dit de rester chez nous, alors qu'en réalité c'était une manière de gérer un problème en France lui-même. La question même de l'immigration, il faut en débattre. Si les Africains veulent traverser à leur risque et péril la Méditerranée, c'est parce qu'elles croient qu'il y a un nirvana de l'autre côté. Et si elles y partent, c'est parce qu'il n'y a pas ce nirvana en Afrique. Il est donc question que l'Europe, la France, travaille pour que les Africains se sentent à l'aise dans une coopération avec la France. Donc je dis, moi je n'ai pas un problème de sentiment anti-français. Il y a un problème d'incompréhension. Il y a un problème de s'entendre ensemble sur comment est-ce que nous devons nous aider mutuellement. Vous ne pouvez pas dire à un chef d'État qu'il gère mal son pays, vous le dites plutôt à sa population, alors que vous avez des endroits où vous pouvez travailler cela dans des sommets pour dire, Monsieur le Président, il paraît que pour les questions de liberté, là-bas chez vous, c'est à RFI, excusez-moi de parler de votre confrère, à France 24, à autres dont on faisait allusion tout à l'heure, mon grand frère et très dynamique journaliste Alain Foucault, alors qu'il y a des institutions qui peuvent permettre que ce genre de petites choses qui peuvent susciter l'ire des populations ou des chefs d'État puissent se régler dans des cercles très clos. Ce n'est pas aux politiques françaises, en 2023, de nous définir les critères de convergence, comment aimer un chef d'État. Ce n'est pas à elle de nous définir les critères de divergence, comment haïr un chef d'État. Il appartient dans des sommets à rappeler aux chefs d'État que nous avons des intérêts dans ces pays. Ces intérêts peuvent être remis en cause parce que lorsque nous mettons à votre disposition un certain nombre de moyens pour qu'il y ait une adhésion à notre politique de coopération, nous n'avons pas l'impression qu'elle touche les populations de base. Le fait de ne pas avoir le courage de le dire et de croire qu'on peut jouer à l'hypocrisie en disant ce sont les chefs d'État qui vont mourir. Vous avez donc ce champ-là que quand vous rejetez ces chefs d'État, donc nous on ne comprenait pas quel est le type de gouvernance pour nous. Ces chefs d'État se retrouvent donc dans cette marmaille de frustration historique et historicienne qui voudrait que le débat sur le franc CFA soit posé sur la table, que le débat sur les accords de partenariat économique, pourquoi est-ce que quand on va construire un pont, c'est quand la France ne peut pas construire ce pont qu'on doit aller en Chine. Il y a tellement de ces questions qui se posent. Et un garçon me rappelait dans votre ville, dans votre pays, qu'elle ne comprend pas comment en 1958, le pont sur le Vouri, qui est la porte d'entrée et de sortie de toutes les questions de développement du Cameroun, que ce pont ait été construit par des ingénieurs français, il y a cela 60 ans, par les manœuvres français, et qu'en 2020, par le mécanisme de CD2, compteur de désendettement, que ce soit encore les ingénieurs français et les manœuvres français, ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nos ingénieurs de ponts et chaussées qui sont formés dans les écoles françaises et tout, je lui ai dit non, nous sommes maintenant dans les intérêts. Il appartient maintenant qu'on a fini de définir la bonne relation qu'on doit avoir avec la France. Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce qu'elle est occidentale? Est-ce qu'elle est française? Pour que lorsqu'on fait le bilan, qu'on ne puisse pas s'embrouiller. Et je crois que sur ce plan, on peut se dire qu'au moins au point de l'éducation, au point de la culture, les relations sont au beau-fils. Or, la culture, elle est populaire, elle est populiste. Elle est quelque chose qui se meurt partout. Mais l'économie, c'est autre chose, la politique, c'est autre chose. Vous parlez souvent de démocratie. Oui, les Africains aiment bien parler de mot démocratie, mais lorsque vous posez cette problématique à une conférence au sommet, où vous dites que pour qu'on vous donne de l'aide,
il faut à partir de maintenant que vous soyez démocratique. On vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez par nous sommes des pays démocratiques? On dit c'est quand nous vous donnons en héritage un chef d'État pour remplacer un autre, vous l'acceptez, c'est ça qui est démocratique. Et si on pose la question, est-ce que nos populations qui sont déjà abreuvées au choix démocratique de leurs dirigeants vont accepter? On vous dit ne vous en faites pas, nous avons les bases militaires à côté de vos palais, on va vous défendre. Et maintenant on voit donc que ces bases militaires n'ont pas beaucoup aidé les Maliens à s'éloigner de l'insécurité et du terrorisme. On peut se poser les bonnes questions. Mais je dis encore, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a une incompréhension sur les paradigmes de coopération entre la France et les États africains. Dans ce volet de la coopération, la sécurité, Sylvestre Lebel-Niang, la sécurité est un point de crispation. Désormais, les pays africains choisissent un nouveau partenaire qui s'appelle la Russie via sa force privée ou son organisation privée Wagner. Et le président Emmanuel Macron estime que la Russie est aujourd'hui l'une des dernières nations colonisatrices ou néocolonisatrices, impérialistes sur le continent africain. Dans un extrait également que nous avons suivi tout à l'heure, il a dit lui-même, le président Emmanuel Macron, nos emplois, nos échanges vont dépendre de l'Afrique. Alors, dans ce sentiment, on va le dire anti-français, dans un contexte où désormais la France est dépassée ou est doublée par d'autres puissances émergentes sur le continent africain, la Chine, la Russie, l'Inde est là, la Turquie, la France peut-elle s'en sortir sans le continent africain? Ça, c'est une la palissade. Il n'y a aucun pays qui puisse s'en sortir sans les autres. La France étant un pays, il va sans dire que la France peut, c'est une évidence. Mais le problème ailleurs, il s'agit aujourd'hui du rejet d'une politique française. C'est tout. Pas de la France. Et Oumniobel disait en son temps, il n'a rien contre le vaillant peuple de France, mais il a tout contre les impérialistes français. C'est tout. C'est ça le problème. La France, hier, nous a traités avec beaucoup de hauteur. C'est moins dit, je ne veux pas être impoli, mais a trouvé que le peuple n'était rien. La France a traité exclusivement avec une gérontocratie corrompue qui était à son service. Qu'elle a corrompu. Oui, c'est la même chose. Qu'elle a corrompu parce qu'elle a corrompu, qui était à son service. Lorsque cette gérontocratie a commencé à s'émanciper, notamment à travers le président Idriss Déby, les Paul Biya et autres, les Kadhafi et autres, les Gbagbo, on a vu ce que la France a pu faire. Au nom de la sécurité, la France a éliminé, il faut le dire, Kadhafi, qui qu'on trouvait comme ayant mise à la tête de la croisade pour l'élimination de Kadhafi. C'est pour ça qu'il disait il faut qu'elle dise soit le peuple la France, soit de l'OTAN ou la France. La France a éliminé Gbagbo. La France, je ne veux pas aller au bout, mais la France n'est pas pour une élimination du président Idriss Déby. C'est ça le problème. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à vous émanciper, bien que les ayant servi pendant 60 ans, mais pire que ça, la France a voulu fabriquer ses interlocuteurs à travers le sommet dont parle mon ami Bikoro. C'est-à-dire, vous faites un sommet, mais vous invitez les sociétés civiles et les jeunesses que vous choisissez vous-même pour en faire vos interlocuteurs qui n'ont pas l'assentiment de leur peuple. C'est-à-dire la France choisit qui elle veut. Et du coup, c'est cette politique que les Africains rejettent. La deuxième chose, c'est l'omniprésence de la France dans tous les domaines. Vous imaginez, vous avez écouté tout à l'heure un jeune centrafricain vous dit, qu'il voit les forces étrangères, en tenue étrangère. Et c'est pour ça que ça va vous déplacer, c'est pour. Le Cameroun est l'un des rares pays où il n'y a pas de base militaire étrangère. Tout à fait. Il y a moins d'une dizaine de militaires français au Cameroun. Ils sont habillés en tenue camerounaise. C'est le respect de la souveraineté de l'État. Mais la France a cru qu'elle allait assurer la sécurité des États africains contre les Africains eux-mêmes. Et du coup, la jeunesse africaine émancipée à travers les nouvelles technologies et l'école qu'on a faite nous tous, commence à vous dire l'omniprésence, l'omnipotence ressemble à l'accaparement et on n'en veut plus. Mais ce n'est pas le rejet de la France, c'est le rejet d'une politique française. Je rappelle aujourd'hui, après le dernier Mohican, j'ai oublié un peu son nom, Foccart, il n'y a véritablement plus de politique unique française pour l'Afrique. La France aujourd'hui, si vous écoutez Sarkozy, vous écoutez Macron, vous allez vous rendre compte que c'est deux politiques différentes.
Enfin, elles sont diverses tout au moins. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de croire que sur le plan économique, la France va continuer à se mouvoir librement. Et le président Macron le dit si bien, il faudra être compétitif. Il ne va pas défendre les entreprises françaises en Afrique qui ne sont pas compétitives. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on ait à faire une infrastructure, mais qu'on prenne le plus cher parce qu'il est français. Parce qu'il est français. C'est le problème. C'est cette politique que les Africains rejettent. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un sentiment de remplacement de la France par une autre puissance impérialiste. Parce que je dis, on ne déshabille pas Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Les Africains n'ont pas à remplacer la France par la Russie, par la Chine, non. Les Africains ont à définir un modèle économique qui leur sied et se mettre à la rencontre de tous les partenaires intéressés. Parce que et la France et la Chine, personne ne vient pour nos beaux yeux. Chacun vient pour ses intérêts. Il faut donc en ce moment que l'Afrique adresse également ses problématiques de développement et définisse ses intérêts dans cette coopération future. La France anticipe malheureusement, enfin heureusement pour elle. Et je pense que nous devons être honnêtes pour reconnaître que le président Macron a compris. Mais est-ce qu'il a la volonté de faire le pas? Est-ce qu'il ne joue pas sur le temps en se disant que les présidents africains sont pour la plupart en fin de carrière politique et qu'il viendrait à créer sa génération d'hommes d'affaires et de politiques et autres pour faire avec eux ce qu'ils faisaient hier? C'est à nous, la nouvelle dynamique africaine, de savoir que nous n'avons rien contre le grand peuple de France, nous n'avons rien contre la France elle-même, mais nous avons tout contre toute forme d'impérialisme d'où qu'elles viennent. Symbole de cet impérialisme également, et élément au cœur du partenariat économique France-Afrique, le franc CFA. Absolument. Il le dit, il prépare ou il se prépare de concert avec les chefs d'État de la CEDEAO à la mutation du franc CFA, à la création d'une nouvelle monnaie. Mais il dit surtout, nous y sommes prêts. C'est à croire que le destin monétaire africain, ou au moins de la CEDEAO, et certainement de la CEMAC, concerne au premier chef, concernera au premier chef la France. Macron joue sur l'intelligence financière internationale. Il sait que la garantie de la stabilité des économies africaines, tout au moins celles au sud du Sahara, dépend également de la qualité de la coopération financière entre la France et l'Afrique. Lui, il est prêt. Le problème, ce n'est pas là-bas. Est-ce que nous, on est prêts? Parce que vous savez, Macron sait pertinemment que le compte d'opération, dans toutes les conventions du monde, il y a une période de transition qui peut durer 10 ans. Il ne suffit pas d'avoir une monnaie africaine pour être en pleine possession de tous les segments de la finance internationale. Et c'est un problème technique. Malheureusement, les Africains surfent beaucoup plus sur la souveraineté monétaire qui me semble être un problème politique. Il faut mettre les économistes et les financiers africains au service de la monnaie. Et Dieu le veut bien, il y a tellement de littérature là-dessus que je pense qu'on ne va rien créer. Il faut qu'on sache que vous ne pouvez pas avoir une économie forte si c'est quelqu'un d'autre qui en définit la valeur de votre monnaie. Ce n'est pas possible. Il est temps. La France est prête, peut-être parce qu'elle s'est préparée. En fait, la France est prête parce qu'aujourd'hui, elle sait bien que le franc français a disparu. L'euro n'est pas adossé seulement sur la France. Puisque la France est aujourd'hui la troisième économie européenne, la France ne peut pas dire ce qu'on fait en Europe seule. Elle peut donc aujourd'hui parler de façon condescendante de prendre ses familles en disant nous sommes prêts. Il appartient aux Africains de s'apprêter à avoir, peut-être pas au début une monnaie unique, mais au moins au niveau sous-régional, qu'on ait des monnaies sous-régionales qui puissent avoir une valeur réelle. Parce que je rappelle que le franc CFA, le dollar, pour ne pas être juste, le dollar est la seule monnaie au monde qui soit adossée sur une valeur, je peux dire, réelle. Elle est adossée sur le dollar. Les autres, c'est les dollars, les valeurs fictives. Il n'y a que le dollar qui a un équivalent en once d'or. Il faut arriver à adosser la monnaie africaine sur les valeurs économiques africaines en ce moment-là. Le travail sera fait de manière qu'on ne puisse pas dépendre d'une inflation qui viendra à gauche ou à droite. Pour le moment, je pense que les Africains doivent poser un acte fort, qui est un acte politique. Disons que nous sortons du franc CFA, parce que dans tous les cas, la littérature pour en sortir existe. Les monnaies africaines existent. Au Ghana, il y a une monnaie, au Nigeria, il y a une monnaie, il y a plein de choses. Donc, la RCA nous a mis dans le régime du Sango. La crypto-monnaie existe. Il faut qu'on se dise qu'il suffit qu'on se fasse confiance à nos économistes, à nos financiers. Parce qu'on a servi ailleurs, pourquoi ne pas servir chez nous? Le problème chez nous, c'est que, et Bicro le dit si bien, on a fait un pont en 5 ans des ingénieurs français.
Entre-temps, nous avons formé plein de jeunes dans les meilleures écoles françaises, occidentales et même américaines. Mais malheureusement, à l'aune de ces nouveaux ponts, qu'est-ce qu'on voit? Généralement, on se retourne toujours vers les mêmes économies françaises, européennes. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, les ingénieurs camerounais, les ingénieurs africains qui sont à la tête des entreprises n'ont pas les mêmes moyens de la corruption bureaucratique de notre pays, de nos pays. François Bitogo, si on vous demande 13% en milliards, vous n'aurez pas la capacité de donner. Alors qu'eux, ils vont surfacturer et donner le 13% en surplus tout simplement. Après le divorce, on va dire sur le plan sécuritaire, la rupture monétaire... Non, pas le divorce, le changement de paradigme sécurité. Le changement de paradigme sécuritaire. Parce que Macron le dit si bien, ça va être un problème de formation, un problème d'académie, un problème d'assistance, et puis un problème de présence. Parce que ce n'est plus la présence française qui est importante, c'est la formation. Dans tous les cas... Vous convenez avec moi que des pays tels que le Mali, la Guinée, tel le Burkina Faso, ne vont forcément pas s'ouvrir à ces académies. Non, je peux vous rassurer, c'est un effet de mode. Lorsque vous allez acheter des Allemands en France, les avions français, vous ferez des institutions françaises pour former vos pilotes. C'est valable. Si la Russie achète en France, on va pas. Ça, le problème, il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous recréons la coupe le beurre. Hein. La Russie est un partenaire fort de la France en matière d'armement. Ceux qui pensent qu'ils vont partir à des accords de coopération avec la France pour tomber, excusez-moi, si les Russes se trompent. Dans tous les cas, le Conseil des Nations, la mesure ne pardonne plus ça. Il faut être libre de commercer avec la France ou avec un autre pays. Nous parlons aux Africains, il ne faut pas leur faire peur. Le président malien a été formé à Russie. Oui. Celui du Burkina Faso aussi. Il faut faire attention. Je vous ai dit qu'un pont de 1958 ne doit pas avoir le même ingénieur en 2023. Tout ce que tu racontes là, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, tu veux une Nivaquine, c'est dans le net. Tu n'as pas besoin de passer par la France. Non, c'est pas ça que je dis. La question dont les Africains se posent, c'est lorsqu'on a besoin d'une Nivaquine, pourquoi l'argent qui est posé là-bas ne vient pas? La deuxième question, pendant les 2 ans de fermeture de l'Occident aux Africains, période Covid, vous découvrez que le blé que la France, le ministère de France vous vendait, ce n'était pas en France. Il y a plus grave. Il y a des petits accords là dont je ne peux pas parler, c'est pour ne pas créer de problèmes, mais allez savoir comment on achète les voitures neuves en Afrique. Allez savoir. Donc la question est, quand on est dos au mur, comme on est dos au mur aujourd'hui, au plan politique, on vilipende votre leadership. Quand vous dites, dans un moment d'incompréhension aussi forte entre la France et l'Afrique, qu'un président est allé réparer un climatiseur en pleine conférence de presse. Devant la jeunesse, devant ses étudiants. Je ne veux pas savoir. Moi, je n'ai pas été à l'école pour être bête. Je suis de la pure école française. Non, il a dit pire que ça. Il a dit que ce n'est pas lui qui doit venir réparer la climatisation. Non, ça c'est le commentaire. C'est-à-dire qu'il dit que le monsieur là, c'est mon laquais. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fait en 2023. Ce n'est pas des choses qu'on... Nous sommes dans le subconscient là maintenant. Ce n'est pas des choses qu'on fait en 2023. Tu ne peux pas vilipender un chef d'État en disant que c'est lui qui allait réparer ton... Mais il avait oublié de dire que ce climatiseur, c'est une société française qui l'a livré, Leclerc. Donc, sans le savoir, il aidait les incompréhensions françaises à s'irradier dans le corps social, puisque nous nous sommes allés fouiller qui a livré l'ordinateur. Le climatiseur. Le climatiseur. Il y a des petites choses comme celle-là. Je vous ai dit tantôt pour le sommet, ça va. Quand un chef d'État se déplace personnellement, après avoir juré qu'il ne mettra jamais pied au Cameroun, je parle pour le cas du Cameroun, mais parce que Bolloré a un problème, le chef d'État vient. Et vous parlez des gens qui se sont sacrifiés pour le Cameroun, les Bassa et les Bamileke. Est-ce que c'est son rôle à un moment où le tissu social est fragile? Et fragile. Notamment, Bolloré prend le port de Kribi. Il y a un problème. Donc, il y a des petites choses comme si c'était une affaire de sentiment, de copinerie. Nous sommes dans des affaires d'État. Je vous dis qu'aucun pays au monde, d'ailleurs, la vérité c'est que aucun pays dit
pays industrialisés ne peut vivre sans l'Afrique. Il ne faut plus jamais dire que l'Afrique ne peut pas vivre sans les autres. Aucun. Mais on ne peut pas demander au Sénégal, qui vient de découvrir le gaz et le pétrole, on dit non, on va t'envoyer les plaques solaires. Mais qu'est-ce qui donne les devises? Les plaques solaires, c'est une société française qui va livrer aux sociétés européennes. Mais le gaz et le pétrole, c'est pour les Sénégalais. Et on n'est pas encore prêt de dire au revoir à ça, puisque le débat même se pose dans les industries. Dans tous les cas, au niveau de la structure de l'économie africaine, on nous dit de faire il n'en est pas question. Les industries et les agricultures de 3e et 4e génération. Ça, c'est la Banque mondiale, le FMI, le support de l'Occident. Au même moment, ils négocient les accords de partenariat économique pour dire que ce sont les viandes avariées d'affaires qui entrent sans payer les impôts, celles des autres paient les impôts. Il y a un problème pour quelqu'un qui a fait une école d'économie. Il faut que toutes les bases, le multiculturalisme politique doit être en phase avec le multiculturalisme économique. Ce dont la France ou l'Europe reproche à l'Afrique, c'est le fait que l'Afrique veut aller négocier sans, comme d'habitude, passer par la France. Moi, à ce moment-là, non, moi je suis d'accord pour ça. Le problème, c'est que le négociateur prend ses 15%, il remet les 85% de celui qui a. Ce n'est pas que tu les gardes, et tu dis si tu veux un pont, première chose, c'est une société européenne ou française avant d'autres sociétés. Les Africains, en tout cas de notre génération, c'est la génération sacrifiée, c'est votre génération qui, on parlait pour d'autres. La nôtre, nous on a préféré accompagner les Oumounyobé, cette génération, les gens qui conscientisaient les masses critiques populaires pour leur dire c'est bon, ce n'est plus le blanc colonisateur, ce n'est plus le blanc esclavagiste, c'est maintenant le frère qui vient travailler d'égal à égal avec nous. La question du franc CFA, elle est tellement difficile, elle est tellement spendieuse que je n'aime pas faire ce débat. Parce que quand un matin, l'Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique francophone de l'Ouest, parce qu'on confond souvent cela, décide parce que là-bas, vous avez des économies faibles, il faut vous mettre ensemble, comme l'Union européenne s'est mise ensemble. On décide de créer l'éco. Et un matin, en conférence de presse conjointe, on voit le président de la CEDEAO en exercice, et un chef d'État qui n'a rien avec l'Afrique déclarer la naissance de l'éco. La question de France, ce n'est pas une question du nom, c'est une question de la quotité qui doit revenir après que le mécanisme financier soit mis en place. Et maintenant, quand la guerre de l'Ukraine vient, on se rend compte que les premières mesures restrictives contre la Russie, c'est sur la monnaie. Ça veut dire qu'il nous disait que la monnaie est la seule chose sur laquelle les gens ne doivent pas s'amuser parce que c'est elle qui creuse du tout. Quand on enlève la Russie du SWIFT, c'est pour lui empêcher d'avoir un accès direct aux économies de l'an dont nous sommes, pour qu'on aille acheter le blé là-bas, on peut acheter le gaz directement en Russie, puisque la Russie est ici, la Chine est là. Mais comme c'est des mécanismes mondiaux, il ne faut pas que nous soyons des théâtres d'expérimentation à longue vie, au même moment où on accuse les Africains de ne rien faire. Je termine par là. Vous voyez souvent les médias occidentaux, quand ils expliquent pourquoi il y a un coup d'État, pourquoi les enfants traversent la mer Méditerranée, ils disent que c'est la pauvreté. L'échec des politiques publiques. Mais depuis 1990, ça c'est mon rôle à moi qui était à l'école, c'est de dire que toutes les politiques publiques sont faites par l'Occident à travers la Banque mondiale et le FMI. Il faut dire la vérité là où elle est. Quand vous dites aux gens, endettez-vous pour 100 milliards, et cet endettement prend 400 milliards pour les études, qui sont faites par une société européenne ou française, je ne peux pas la citer ici, 400 milliards pour la formation des séminaires d'imprégnation pour voir si on peut arriver à ce truc, et c'est pour 3 ans. Et après 3 ans, vous n'avez pas encore maturé, mais le service de la dette se met déjà en place. Il y a un sérieux problème. Et Paul Biya a défini ça au perron de l'Élysée, parce que vous, les médias africains, vous voulez toujours que ce soit Reuters, AFP, machin, tout, qui vous renseigne sur ce qui se passe chez vous. Monsieur Paul Biya, président de l'Afrique francophone, parce que il croit qu'en parlant à la CEDEAO, ils vont séparer l'Afrique francophone. Malheureusement, le Mali et le Burkina ont dit que non, c'est l'Afrique en général. A dit que la Chine, pour le cas de la Chine, ne nous retire pas à la main gauche ce que nous donnons à la main droite. Si la Chine n'avait pas existé ces 20 dernières années, ce qu'on appelle économie inclusive, c'est-à-dire le petit commerçant du coin, le petit mototaximène, la petite femme qui vend le beignet, les machins, tout, je crois que les États africains seraient complètement morts aujourd'hui en attendant les gros œuvres et les gros investissements de la Banque mondiale, le FMI, qui ne nous ont apporté que des gens qui vont dans la rue au plan politique, des gens qui n'ont pas de travail, des enfants qui font les licences master, doctorat pour aller
refaire la même chose que j'aurais dû faire 20 ans avant, c'est-à-dire vendre les tomates au marché, il y a un sérieux problème. L'économie africaine, je suis d'accord avec lui, doit se remodeler. Nous sommes déjà convaincus que l'Afrique ne va pas se départager de l'Europe et du monde. L'Afrique francophone ne va pas se débarrasser de la France. C'est un mot qui n'existe pas parce qu'il faut seulement retenir la coopération. Mais le problème, c'est que nous soyons à même, quand on est assis sur la table, de poser les vraies problématiques. Et les vraies problématiques, c'est que les économies de rente ne servent pas l'économie inclusive. On a la tomate, on a le macabo. Les histoires de prendre 75% des terres arabes de l'Afrique pour faire le cacao, le café, la banane, dont nous ne consommons pas. Il faut oublier ça dans les écoles de formation. Il faut maintenant enseigner aux gens que la crise alimentaire sera l'une des crises les plus rudes. Vous voyez comment l'Europe nous a volé 14 bateaux de blé qui étaient destinés à l'Afrique. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs au Sénégal à Macky Sall, le pauvre, qui avait joué un rôle qui n'était pas un bon rôle. Mais il n'avait pas dit, Macky Sall n'a pas dit que c'est la conjoncture internationale avec nos partenaires qui fait cela. Ils ne veulent pas dire que nous mangeons tous en Russie. Mais ils vous disent, passez par nous pour qu'on ait en Russie. On n'a pas besoin de la Russie. On n'a pas besoin du Japon, de la Turquie. On a besoin des gens qui viennent acheter le macabo africain au juste prix, qui viennent acheter le pétrole africain au juste prix et qui ne nous disent pas ce que nous devons faire de l'argent issu de cet or-là, mais qu'ils nous aident dans les écoles de formation à savoir comment on gère dans la finance internationale. Voilà, c'était le regard des Africains. Regarde d'Africains. D'Africains. Pas des Africains. Nous n'avons pas été élus pour venir parler au nom de l'Afrique. Parce qu'il y a l'Afrique qui est bonne et l'Afrique qui est mauvaise. Merci à vous, François Bikoro. Merci à vous, Sylvestre Lebelniak. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté la réflexion avec nous sur cette thématique. Un merci particulier à Romy Angancha qui assurait la réalisation de cette émission. Excellente suite de programme sur Ma Média Prime. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique. À très bientôt.